Le temps pressait. Il pouvait être près de 7 heures. Il restait tout au plus 20 minutes jusqu'au départ du train. Je me consolais en songeant que ce n'était plus à une séparation et à un adieu que j'allais, puisque j'étais résolue à l'accompagner dans son voyage tant qu'il me le permettrait. Le commissionnaire prit mes malles et je me précipitai au bureau de l'hôtel pour acquitter ma note. Déjà, le gérant me rendait l'argent. Déjà, j'étais prêtée à sortir lorsqu'une main toucha délicatement mon épaule. Je sursautai. C'était ma cousine qui, inquiète de mon prétendu malaise, était venue me voir. Mes yeux s'obscurcirent. Je n'avais vraiment que faire d'elle. Chaque seconde de délai signifiait un retard fatal. Cependant, la politesse m'obligeait à l'écouter et à lui répondre, au moins pendant un moment. « Il faut que tu te couches », insista-t-elle. « À coup sûr, tu as de la fièvre. » Et c'était fort possible, car je sentais mes tempes battre avec une extrême violence. Et parfois passaient sur mes yeux ces ombres bleues qui annoncent l'approche d'un évanouissement. Mais je protestais. Je m'efforçais d'avoir l'air reconnaissante, tandis que chaque parole me brûlait et que j'aurais aimé repousser d'un coup de pied cette sollicitude si inopportune. Mais l'indésirable personne restait toujours. Elle m'offrit de l'eau de Cologne et voulut elle-même m'en rafraîchir les tempes, pendant que moi, je comptais les minutes, que ma pensée était pleine du jeune homme, et que je cherchais un prétexte quelconque pour échapper à ces soins torturants. Et plus je devenais inquiète, plus je lui paraissais suspecte. C'est presque avec rudesse que finalement elle voulut m'obliger à aller dans ma chambre et à me coucher. Alors, au milieu de ces exhortations, je regardai soudain la pendule qui était au milieu du hall. Il était 7h28, et le train partait à 7h35. Brusquement, d'un trait, avec la brutale indifférence d'une désespérée, je tendis la main à ma cousine, sans autre explication, en disant « Adieu, il faut que je parte ». Et sans me soucier de son regard de stupéfaction, sans me retourner, je me précipitai vers la porte de sortie, sous les yeux étonnés des employés de l'hôtel. Puis, je courus dans la rue, vers la gare. À la gesticulation animée du commissionnaire qui attendait là avec les bagages, je compris déjà de loin qu'il était grand temps. Avec une fureur aveugle, je m'élançai vers la grille d'accès au quai. Mais là, l'employé m'arrêta. J'avais oublié de prendre mon billet. Et pendant que, presque avec violence, j'essayais de l'amener à me laisser malgré tout aller jusqu'à la voie, le train se mettait déjà en marche. Je regardais fixement, en tremblant de tous mes membres, pour saisir au moins encore un regard de l'une des fenêtres des wagons, au moins un geste d'adieu, un salut. Mais par suite de la marche rapide du train, il ne m'était plus possible d'apercevoir son visage. Les voitures roulaient toujours plus vite, et au bout d'une minute, il ne resta plus devant mes yeux obscurcis qu'un nuage de fumée noire. Sans doute, je restai là comme pétrifiée, Dieu sait combien de temps, car le commissionnaire m'avait vainement adressé la parole à plusieurs reprises avant d'oser toucher mon bras. Ce dernier geste me fit tressauter de frayeur. Il me demanda s'il devait remporter les bagages à l'hôtel. Il me fallut quelques minutes pour me ressaisir. Non, ce n'était pas possible. Après ce départ ridicule, et plus que précipité, je ne pouvais plus y revenir. Je ne le voulais pas, jamais plus. Aussi, impatiente d'être seule, je lui ordonnai de mettre les bagages à la consigne. Ce n'est qu'ensuite, au milieu de la cohue sans cesse renouvelée des gens qui se pressaient bruyamment dans le hall, et dont le nombre peu à peu diminua, que j'essayais de réfléchir avec clarté au moyen d'échapper à cette douloureuse et atroce obsession de colère, de regret et de désespoir. Car, pourquoi ne pas l'avouer, l'idée d'avoir, par ma propre faute, manqué cette dernière rencontre me déchirait le cœur, avec une acuité brûlante et impitoyable. J'aurais presque crié, tellement me faisait mal cette lame d'acier chauffée à blanc qui pénétrait en moi, toujours plus implacable. Seuls peut-être des gens absolument étrangers à la passion connaissent, en des moments tout à fait exceptionnels,
ces explosions soudaines d'une passion semblable à une avalanche ou un ouragan. Alors, des années entières de force non utilisées se précipitent et roulent dans les profondeurs d'une poitrine humaine. Jamais auparavant, et jamais par la suite, je n'éprouvais une telle surprise et une telle fureur d'impuissance qu'en cette seconde où, prête à toutes les extravagances, prête à jeter d'un seul coup dans l'abîme toutes les réserves d'une vie bien administrée, toutes les énergies contenues et accumulées jusqu'alors, je rencontrai soudain devant moi un mur d'absurdité, contre lequel ma passion venait inutilement buter. Ce que je fis ensuite ne pouvait qu'être absurde également. C'était une folie, même une bêtise. J'ai presque honte de le raconter. Mais je me suis promis, et je vous ai promis de ne rien vous celer. Je cherchais à le retrouver, c'est-à-dire, j'essayais d'évoquer chaque moment que j'avais passé avec lui. J'étais attirée violemment vers tous les endroits où la veille, nous avions été ensemble. Vers le banc du jardin public d'où je l'avais entraîné, vers la salle de jeu où je l'avais vu pour la première fois, et même jusque dans cet hôtel borgne, simplement pour revivre, encore une fois, le passé. Et le lendemain, je voulais parcourir en voiture le même chemin, le long de la corniche, afin que chaque parole, chaque geste pût encore une fois revivre en moi. Tellement insensée, tellement puérile était la confusion de mon âme. Mais songez que ces événements s'étaient abattus sur moi comme la foudre. Je n'avais guère senti autre chose qu'un coup brusque, un coup unique qui m'avait étourdi. Mais maintenant, brutalement sorti de ce tumulte, je voulais encore une fois revivre, pour en jouir rétrospectivement, bribe par bribe, ces émotions fugitives, grâce à cette façon magique de se tromper soi-même que nous appelons le souvenir. À vrai dire, ce sont là des choses que l'on comprend ou que l'on ne comprend pas. Peut-être faut-il avoir un cœur brûlant pour les concevoir. Ainsi, je me rendis d'abord dans la salle de jeu, pour chercher la table où avait été sa place et pour y revoir, par l'imagination, parmi toutes ses mains, les siennes. J'entrai. La table où je l'avais aperçue pour la première fois était, je le savais bien, celle de gauche, dans le second salon. Je revoyais chacun de ses gestes avec précision, comme une somnambule, les yeux fermés, les mains tendues, j'aurais retrouvé sa place. J'entrai donc, et je traversai aussitôt la salle. Et là, lorsqu'après avoir franchi la porte, mon regard se fut tourné vers cette foule bruyante, il se produisit quelque chose de singulier. Là, exactement à l'endroit que je m'étais représenté. Là, il se trouvait assis, hallucination de la fièvre, lui-même, en personne, lui, exactement tel que je venais de le voir en songe, exactement tel qu'il était la veille. Les yeux fixement dirigés sur la boule, blême comme un spectre. Mais lui, indéniablement lui. Je fus sur le point de crier, si grand était mon effroi. Mais je contins ma frayeur devant cette vision insensée, et je fermai les yeux. « Tu es folle, tu rêves, tu as de la fièvre, me disais-je. C'est absolument impossible, tu es halluciné. Il est parti d'ici en chemin de fer il y a une demi-heure. » Alors, je rouvris les yeux. Mais horreur! Exactement comme avant. Il était assis là, en chair et en eau, indéniablement. J'aurais reconnu ces mains-là parmi des millions d'autres. Non, je ne rêvais pas. C'était bien lui. Il n'était pas parti, comme il me l'avait juré. L'insensé était resté. Il avait porté ici, au tapis vert, l'argent que je lui avais donné pour rentrer chez lui, et, oubliant tout dans sa passion, il était venu le jouer à cette table, tandis que mon cœur au désespoir se brisait pour lui. Un sursaut de tout mon être me poussa en avant. La fureur remplit mes yeux. Une fureur enragée, dans laquelle je voyais rouge. Un désir de saisir à la gorge le parjure qui avait si misérablement trompé ma confiance, mon sentiment, mon dévouement. Mais je me contraignis encore. Avec une lenteur voulue, quelle énergie ne me fallut-il pas? Je m'approchai de la table.
juste en face de lui. Un monsieur me fit place poliment. 2 mètres de drap vert étaient entre nous deux, et je pouvais, comme au théâtre du haut d'un balcon, observer tout à mon aise son visage, ce même visage que, 2 heures auparavant, j'avais vu rayonnant de gratitude, illuminé par l'auréole de la grâce divine et qui, maintenant, était redevenu la proie frémissante de tous les feux infernaux de la passion. Les mains, ces mains que cet après-midi encore, j'avais vu étreindre pour le plus sacré des serments le bois du prie-dieu. Elles agrippaient à présent de nouveau, en se crispant, l'argent qui était autour d'elles, comme des vampires luxurieux, car il avait gagné. Il devait avoir gagné une forte, très forte somme. Devant lui brillait un amas confus de jetons, de louis d'or et de billets de banque. Un pêle-mêle de choses placées n'importe comment, dans laquelle des doigts, ses doigts nerveux et frémissants, s'allongeaient et se plongeaient avec volupté. Je les voyais tenir et plier en les caressant les divers billets, retourner et palper amoureusement les pièces de monnaie, et ensuite, brusquement, en saisir une poignée et la jeter sur l'un des rectangles. Et aussitôt, les narines recommençaient à frémir par intervalles. La pelle du croupier détournait du tas d'argent ses yeux brillants de cupidité, qui suivaient le mouvement furibond de la boule. Et il était comme arraché à lui-même, tandis que ses coudes paraissaient littéralement cloués au tapis vert. La possession dont il était victime se manifestait d'une façon encore plus terrible et plus effrayante que la veille. Car chacun de ces mouvements assassinait en moi l'image brillant comme sur un fond d'or que j'avais emporté avec crédulité et qui m'habitait. Nous respirions donc à 2 mètres l'un de l'autre. Je le regardais fixement sans qu'il s'aperçût de ma présence. Il ne levait les yeux ni sur moi ni sur personne. Son regard glissait seulement du côté de l'argent et vacillait avec inquiétude en observant la boule qui roulait. Ce cercle vert et furibond accaparait et affolait tous ses sens. Le monde entier, l'humanité entière s'était fondue pour lui dans ce rectangle de drap tendu. Et je savais que je pourrais rester là des heures et des heures sans qu'il se doutât seulement de ma présence. Mais je ne pus y tenir davantage. Dans une brusque résolution, je fis le tour de la table. J'allai derrière lui, et ma main saisit brusquement son épaule. Son regard chavira. Pendant 1 seconde, il me dévisagea, les prunelles vitreuses et comme quelqu'un qu'on ne connaît pas. Absolument pareil à un ivrogne qu'on a de la peine à secouer de son sommeil et dont les yeux sont encore brouillés par les vapeurs grises et fumeuses qu'il y a en lui. Puis, il sembla me reconnaître. Sa bouche s'ouvrit en tremblant. Il me regarda d'un air heureux et balbutia tout bas avec une familiarité où il y avait à la fois de l'égarement et du mystère. « Ça marche bien. Je l'ai senti tout de suite en entrant et en voyant qu'il était là. Je l'ai senti tout de suite. Je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Je remarquai seulement que le jeu l'avait enivré, que cet insensé avait tout oublié, son serment, son rendez-vous, l'univers, et moi. Mais même dans cet état de possession, la lueur d'extase qu'il venait d'avoir en me voyant était si séduisante que malgré moi je suivis le mouvement de ses paroles et que je lui demandai avec intérêt de qui il voulait parler. « Du vieux général russe qui est là, qui n'a qu'un bras, murmura-t-il, en se pressant tout contre moi pour que personne n'entendît le secret magique. Là, celui qui a des côtelettes blanches et un laquais derrière lui. Il gagne toujours, et hier déjà je l'ai remarqué. Il a sans doute une martingale. Et je joue toujours comme lui. Hier aussi, il a toujours gagné, seulement j'ai commis la faute de continuer à jouer lorsqu'il est parti. Ce fut ma faute. Hier, il doit avoir gagné 20 000 francs. Et aujourd'hui aussi, il gagne chaque fois. Maintenant, je mise toujours d'après lui. Maintenant... » Au milieu de sa phrase, il s'interrompit brusquement, car le croupier cria son ronflant « Faites vos jeux !» Et son regard se détourna, comme aimanté, dévorant la place où était assis, grave et paisible, le russe à barbe blanche, qui posa avec circonspection d'abord une pièce d'or, puis après un moment d'hésitation, une seconde sur le 4e rectangle. Aussitôt, les mains brûlantes qui étaient devant moi plongèrent dans le tas d'argent et jetèrent une poignée de pièces d'or au même endroit. Et lorsqu'une minute après, le croupier cria « Zéro !»
et que son râteau balaya d'un seul mouvement tournant toute la table, le jeune homme regarda stupéfait, comme si c'eût été un miracle, tout cet argent qui s'en allait. Vous penserez peut-être qu'il s'était retourné vers moi. Non, il m'avait complètement oublié. J'étais disparu, perdu, effacé de son existence. Tous ses sens exacerbés étaient fixés sur le général russe, qui, complètement indifférent, tenait dans sa main 2 nouvelles pièces d'or, incertain encore du numéro sur lesquelles il les placerait.